Bienvenue dans cette émission 100% santé, une émission de saison puisqu'on parlera orthopédie, accident de ski. On évoquera aussi les traitements et certaines pistes essentielles de recommandation. Bienvenue dans cette émission 100% santé qui colle à la météo de saison sur le thème orthopédie et accidents au sport d'hiver. 4 professionnels aujourd'hui pour nous accompagner. Le docteur Ryan Balbaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, spécialiste du membre inférieur à la clinique de Montchoisy et de la clinique de Genolier. Docteur Pietro Poglia, vous êtes spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également spécialisé en chirurgie de hanche et du genou à la clinique de Genolier. C'est exact. Madame Ouda Soussi Addi, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente du service de physiothérapie au Centre de thérapie physique et cognitive de Montchoisy. Et docteur Elia Coppens, vous êtes médecin spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation. Bonjour. Bonjour. Médecine du sport et de l'exercice en médecine manuelle à la clinique Générale Beaulieu. Alors pour commencer, pour camper le décor, quelques chiffres, docteur Balbaki. Vous vous êtes penché sur le sujet. En chiffres, les accidents de ski. Oui, tout à fait. Alors, en se référant aux chiffres de la SUVA, on estime qu'il y a un quart de la population suisse qui pratique les sports d'hiver. Et il recense environ 33 000 accidents par année, en sachant que ces chiffres sont en constante augmentation. Puisque la pratique est en constante augmentation. Également, on va en discuter tout au long de l'émission, la condition physique, le matériel, les skis paraboliques, la qualité des préparations des pistes. Et un des chiffres qui peut être aussi intéressant pour les assureurs, pour la SUVA, c'est ces accidents s'élèvent à plus de 300 millions par année que coûte au système suisse. Et ce sont des accidents causés essentiellement par les personnes concernées. Alors effectivement, environ, on estime que plus dans 90% des cas, le fautif est la personne concernée dans ces accidents sur les pistes de ski. D'où l'utilité aussi de la prévention et des recommandations, on en parlera notamment en fin d'émission. Vous avez constaté une augmentation des cas graves, des accidents graves ? Oui, tout à fait. Donc, ce qui se passe ces dernières années, les gens vont de plus en plus vite en n'ayant pas forcément une meilleure préparation physique ni une meilleure technique. Donc, avec l'émergence de ces skis paraboliques, tout le monde croit qu'on est Didier Cuche et on peut foncer sur les pistes, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, vitesse, des pistes hyper bien préparées et une mauvaise préparation associé à une mauvaise technique fait que les gens vont de plus en plus vite. On voit des accidents à 50, 60 km/h qui peuvent être souvent apparentés aux accidents de moto avec des polytraumatismes, des accidents très graves. La pratique de hors-piste aussi se développe de plus en plus. Oui, alors pour l'hors-piste, il faut être très vigilant, respecter les conditions, apprendre à respecter aussi les consignes sur les degrés d'avalanche. Toujours sortir avec un harva, avec un équipement adapté, cela peut vous sauver la vie. Et puis parmi les statistiques, il y a une population qui est plus touchée. Oui, effectivement, on estime que les patients de plus de 50 ans sont plus à risque, car ils ont une moins bonne condition physique, des muscles plus rapidement fatigués, une moins bonne condition qui leur permet de tenir tout au long de la journée. Donc on voit surtout les accidents qui arrivent en fin de journée ou après la pause de midi où les muscles se sont relâchés. Les gens ont parfois pris un petit verre ou deux, font moins attention. Une moins bonne proprioception. En plus de ça, avec une piste qui peut être verglacée dans l'après-midi, c'est le cocktail parfait pour les accidents. On peut dire un petit mot aussi par rapport aux touristes, qui sont la population la plus à risque, où les gens viennent avec un forfait pour un jour ou une semaine, ils veulent vraiment profiter à fond. En fin de journée, ils n'ont plus la force, ils sont fatigués, mais ils veulent faire la dernière piste et boum, c'est là où arrive l'accident. Donc la dernière piste, ce n'est pas un mythe? Non, elle peut être fatale. Alors, on a parlé accidents de ski, il y a aussi les accidents de snowboard. Docteur Coppens, vous avez des chiffres particuliers? Oui, alors
Au vu de l'évolution, les gens pratiquent un peu plus de snowboard qu'il y a 20 ans. Donc au fond, les accidents tendent à changer aussi. Il y a d'ailleurs plus de risques d'accidents en pratiquant le snowboard que le ski. Les chiffres vont de 46 par 100 000 heures de pratique de ski à 68 accidents par 100 000 heures de pratique de snowboard. Donc c'est une petite population, 400 000 en Suisse, contre 2,5 millions de skieurs, mais qui font plus de blessures. On a passé en revue sommairement différents types d'accidents. On va s'intéresser maintenant aux différents types de traumatismes qu'elle peut engendrer. Alors, docteur Balbaki, vous constatez dans votre domaine de spécialité quel genre de traumatisme le plus courant? Alors, au niveau des accidents de ski, les articulations les plus touchées sont autour du genou, la hanche, le membre supérieur, l'épaule, le poignet et le dos, donc par ordre décroissant. C'est vrai que par le passé, il y avait plus souvent des blessures avec une seule articulation qui était lésée, par exemple chute sur le poignet, typiquement la position accu à ski, entraînant une rupture du LCA, mouvement de pivot, rotation, valgus. On sent le genou qui lâche, un claque, un œdème et un hématome. Dans 80% des cas, c'est la rupture du ligament croisé antérieur. Docteur Polya, vous confirmez? Je confirme, je vais rebondir un petit peu avec ces chiffres. Les sports de glisse amènent à des traumatismes principalement du membre inférieur. On est à plus de 50% d'atteinte des jambes, pour 30% uniquement du membre supérieur. Dans ces 50%, c'est principalement le genou qui ramasse, avec 40% d'atteinte du genou. C'est en grande partie des entorses. Maintenant, qu'est-ce que veut dire une entorse? On en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis, de ces accidents du genou, 15%, c'est des atteintes du ligament croisé antérieur. Là, on parle principalement du ski de rando, du télémark. On met un petit peu de côté le snowboard. On parle d'entorse du genou. Qu'est-ce qu'une entorse du genou? C'est parfois un mot qui est mal utilisé. L'entorse veut dire littéralement lésion du ligament. Ça peut être une lésion d'un ligament, de 2, de 3 ligaments, qui peut être associée à d'autres lésions, comme des lésions des ménisques, des lésions osseuses ou du cartilage, comme des fractures. Donc c'est un espèce de panier qui ramasse pas mal de différents traumatismes. Je trouve important de relever que les traumatismes du genou chez les femmes amènent à des entorses plus graves de manière générale. Alors, est-ce que c'est lié à la balance musculaire, les problèmes de proprioception, mais on voit quand même qu'un quart de ces entorses chez la femme amènent souvent à des situations plus graves que chez l'homme. Et puis, c'est-à-dire un rétablissement moins rapide, moins global? À des lésions plus importantes de plusieurs structures dans l'articulation. Et quand on parle de fracture au niveau d'une articulation, ça peut être une fracture qui est déplacée, qui nécessite un traitement en urgence, ou une fracture qui n'est pas déplacée, qui peut guérir spontanément ou normalement. Là aussi, quand on parle de fractures, il faut les classer entre stable, instable, ouverte, pas ouverte, dans des parties articulaires ou non articulaires. Et en fonction de ce classement, ça nous permettra de les traiter de façon urgente, semi-urgente ou de façon plus tardive. Ou de façon chirurgicale ou non chirurgicale. Non chirurgicale, voilà. Et c'est là qu'il est important de se rendre compte que le diagnostic qui a été fait aux urgences là, par les médecins du premier secours ou le médecin de montagne n'est souvent pas un diagnostic précis et complet et qui nécessite souvent un deuxième avis. C'est des diagnostics qui se font parfois en 1, 2 ou 3 étapes. Donc je pense que les amateurs de glisse doivent être conscients que parfois le diagnostic initial n'est pas si précis que ça et qu'une fracture peut être traitée de façon différente d'une personne à l'autre. Donc ne vous comparez pas à votre voisin ou votre collègue qui s'est cassé le genou ou la cheville. C'est pas forcément la même lésion. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir un diagnostic chez un chirurgien orthopédiste. Et c'est le chirurgien orthopédiste qui va définir le début du traitement. On a une formation de traumatologue que certains n'ont pas. Les médecins du sport ou rééducateurs ont une autre formation. Ils ont aussi
des connaissances, mais ils n'ont pas cette sensibilité initiale de savoir si il faut de la chirurgie ou pas. Et c'est au début qu'on doit se poser cette question. C'est pour ça qu'on aime bien réévaluer les patients à 7 à 10 jours du traumatisme. Donc typiquement, quand les patients arrivent aux urgences, la phase aiguë, critique est évaluée. Ils font des radios, regardent s'il y a une fracture ou pas, on demande notre avis. Et dans la majeure partie des cas, s'il n'y a pas une fracture articulaire déplacée ou ouverte, donc, qui nécessite une prise en charge en urgence, on réévalue les patients entre 7 et 10 jours après. Le patient est réexaminé, on se pose les questions s'il faut des examens complémentaires, analyser les tissus mous avec un IRM, analyser l'os avec un scanner ou d'autres examens comme une échographie ou autre chose, permettent après de rediriger le diagnostic et le traitement. Rares sont les... en physio. Rares sont les traitements d'urgence, hein, si ce n'est les quelques fractures instables qui sont de l'ordre de 2% dans les sports de glisse. Et les fractures, les lésions graves, c'est de l'ordre de 15%. Et ça touche principalement la colonne, le bassin ou la région sustentorielle, comme on dit au niveau du crâne. À ce moment-là, souvent, ils sont héliportés avec la réga. Ils arrivent au déchoc, aux urgences. Ils ont un total body scan et ils sont pris dans la voie rapide. Le total body scan, on va le préciser, ça fait partie de ces avancées technologiques qui permettent une vue globale, en fait, du corps en entier. On va parler de cette prise en charge, justement. Donc, alors forcément, il y a plusieurs types d'accidents, il y a plusieurs types de lésions, il y a plusieurs degrés de gravité. Mais la première prise en charge, c'est forcément les urgences. Pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire? Non, on a pas mal de patients qui se font mal. Ouais. Ils ne savent pas si c'est grave ou pas. Je pense que certains font juste, ils attendent quelques jours. Une douleur qui ne passe pas ou qui ne s'améliore pas après quelques jours nécessite une consultation parce qu'il y a pas mal de contusions. Hein. On peut tomber sur la cuisse, avoir un gros bleu sans avoir forcément besoin d'un avis médical. Et le médecin traitant est souvent de première ligne, hein, les médecins de montagne. Mais puis parfois, les patients se réfèrent à leur physiothérapeute ou d'autres médecins ou d'autres professionnels de la santé. Donc ce n'est pas forcément les urgences qui absorbent les premières consultations. Heureusement. Heureusement que non. Et le diagnostic, alors comme vous l'évoquiez tout à l'heure, peut se faire en différentes parties sur un laps de temps différent. Le travail de la première consultation est d'exclure la gravité, exclure un problème grave qui nécessite une prise en charge rapide. D'accord. S'il y a une lésion des nerfs, des artères, une fracture instable qui peut amener à des complications par la suite. Et ça, c'est le travail des urgentistes, d'exclure ces problèmes-là et de diriger le patient dans la bonne direction. Le traitement conservateur, qu'on appelle conservateur, avec un plâtre, une attelle, une immobilisation, une attitude, et puis une réévaluation par la suite par le spécialiste. Ou l'autre côté, une hospitalisation, une prise en charge aiguë, une opération dans le degré d'urgence nécessaire. Alors je pense que là où c'est assez facile à différencier, ça va être le patient polytraumatisé ou accidenté grave. Il ne va pas pouvoir descendre par ses propres moyens. Soit il va être pris en luge, soit héliporté et amené aux urgences directement. Puis il y a celui qui va tomber, chuter, mauvaise réception, se tordre le genou et pouvoir descendre par ses propres moyens. Soit patient plutôt inquiet, douloureux, qui va aller le jour même aux urgences. Sinon, ça arrive fréquemment, on rentre chez soi, puis on voit que la douleur passe pas et à ce moment-là, on consulte. Je peux me permettre encore une petite précision. Il y a tous ces patients qui arrivent en hélicoptère ou avec un gros stress et qui repartent sur leurs deux pattes, quasi sans canne parfois, et qui rentrent à la maison. C'est parce qu'il peut y avoir des luxations d'épaules qui peuvent être remises en place aux urgences. Il peut y avoir des fractures qui sont instables, qui sont réalignées et plâtrées, immobilisées. Et par la suite, le patient passe d'une situation qui n'est pas gérable tout seul ni à la maison à une situation qui est acceptable et qui permet au patient de rentrer à la maison dans les moins de 24 heures. Donc parfois on voit des hélicoptères, on a travaillé ensemble au Valais, on avait parfois des hélicoptères qui arrivaient, on avait un bal incessant, avec des lésions très graves et des lésions parfois qui au final après bilan aux urgences s'avéraient pas si graves, pas si importantes. On a réussi à régler le problème et puis on fait le traitement un peu plus tard, quelques jours, quelques semaines après.
Et aux urgences, on savait très bien, il y avait l'heure de rush à partir de 5 heures. Tous les gens qui descendaient de la montagne qui arrivaient avec des bobos plus ou moins graves. Docteur Polliat, docteur Balbaki, alors à quel moment il y a chirurgie? Puisque vous êtes chirurgien orthopédiste, à quel moment vous intervenez? Quel type de fracture nécessite une intervention chirurgicale? Comme l'a très bien dit docteur Poglia, pour faire simple, s'il y a une fracture qui est déplacée, il faut la réduire. En fonction de la localisation de la fracture, de la caractéristique de la fracture, on peut décider d'un traitement chirurgical ou conservateur. Si c'est une fracture ouverte, par définition, ce sera un traitement chirurgical. Qu'est-ce qu'on appelle des fractures instables? C'est souvent dans les parties longues des os, principalement le fémur ou le tibia, où l'os, même avec un plâtre, n'arrive pas à être stabilisé suffisamment. Et quand on a ces mouvements qui peuvent se faire dans le plâtre, ça risque d'amener à des lésions de la peau, des vaisseaux, des nerfs, des complications, ou alors des emboles, des petites parties de graisse qui sont dans l'os, qui peuvent aller jusqu'au poumon ou jusqu'au cœur. Donc ces fractures-là doivent être stabilisées rapidement, souvent avec un clou à l'intérieur de l'os, ou alors un fixateur à l'extérieur de l'os qui est apparent à la peau. Typiquement, les fractures de jambes, du tibia, mécanisme de rotation, l'os est plus fragile, il peut y avoir une spicule osseuse qui menace la peau. Ça, c'est les fractures qu'on a vues apparaître de façon importante depuis le carving. C'est des fractures importantes au niveau du tibia déplacé qui nécessitent des enclouages en urgence ou en semi-urgence depuis l'arrivée du carving. En fait, avant, les skis droits amenaient très peu de ces lésions-là. Quand on a du matériel qui est trop bon et qu'on n'a pas assez de compétences ni techniques ni physiques pour compenser. On évoque les différents types de lésions, ensuite différents types d'accidents. On a évoqué le ski, on évoquera aussi le ski de fond, le ski de randonnée. Le snowboard, Dr Coppens, vous voyez aussi d'autres dommages par rapport au ski alpin? Oui, alors la tête est particulièrement à risque. Donc les chutes se font souvent en avant, en arrière. Et puis malheureusement, il y a une tendance quand même encore à ne pas toujours se casquer, malgré une évolution favorable. La commotion cérébrale, c'est donc une réalité grandissante et pas toujours facile à détecter. Donc c'est aussi aux personnes autour, les personnes concernées d'identifier s'ils remarquent une somnolence, un trouble de la concentration, des céphalées, des maux de tête, donc des douleurs dans la nuque, même en absence de fractures ou d'hématomes, et qui nécessitent une consultation parce qu'ils peuvent avoir des conséquences très sévères, tant sur la capacité cérébrale, donc le travail, avec des conséquences parfois de licenciement par faute au travail. Donc non, ces personnes ils doivent être diagnostiquées très rapidement et accompagnées de façon adéquate. D'autres parties du corps sont mieux protégées, davantage avec ces ports de protection dorsaux, mais malheureusement le port de protection de poignet n'est pas en fait appliqué, et de moins en moins d'ailleurs. Donc oui, on va aussi arriver à toutes ces fractures du poignet au niveau du pouce, etc. Et on revient aux chiffres, on pourrait résumer par sur 1000 personnes qui skient, il y a 2 à 3 accidents. Alors on voit par là que certes, vu que la pratique du ski est quand même très développée, les chiffres peuvent être nombreux, mais c'est un sport à risque, peut-être moins que d'autres sports. C'est très important au fond de mettre en perspective un sport, parce que de toute façon le sport est bon pour la santé. Ça permet quand même de se défouler, de diminuer le stress, de développer sa capacité physique. Et donc, comparé aux autres sports, on retrouve des chiffres, notamment le snowboard sera 2 fois moins dangereux au fond, de par l'apparence des accidents, que la pratique de football, notamment. 4 fois moins que le ski. Donc là, on est sur une lecture qui peut être un petit peu faussée, de par peut-être une pratique un peu continue généralisée de football, et puis une pratique très ponctuelle par une population pas toujours préparée de ski. La difficulté dans la comparaison, c'est toutefois aussi la gravité des blessures. On a un amalgame peut-être de blessures de type ligamentaire, musculaire dans le football, alors que dans le ski, où on s'expose à des vitesses très importantes, on peut avoir des accidents très graves. Donc, mais relativement, voilà, la comparaison se fait que
On est sur une pratique qui implique notre corps, donc on doit être vigilant et toujours préparé. Pas moins qu'hier, le chirurgien de la main à la clinique de Montchoisy a opéré une patiente qui a une double fracture des poignets à snowboard. Bien sûr qu'il n'y avait pas de protection. Et pour me citer comme exemple, il y a quelques années sur un snowpark, j'étais donc en snow pour faire un saut. Heureusement, j'avais le casque et le sac. J'ai perdu le contrôle, je suis tombé depuis 3-4 mètres sur le dos avec fracture tassement de 3 vertèbres. Sans séquelles, Dieu merci. Et d'où voilà, l'importance de se protéger. Malgré une protection, il y a eu une réduction quand même des dégâts. Ouais. Et ça, les chiffres le montrent clairement. Hein. C'est 3 fois moins de dégâts que sans protection. Hein. On y reviendra en conclusion de cette émission quand on passera en revue les recommandations et la prévention aussi nécessaire pour les sports d'hiver. Parmi les accidents de ski dans les différentes pratiques, on peut mentionner aussi le ski de fond qui peut causer des dommages, Dr Pollien. Je ne suis pas spécialiste du ski de fond, ça amène à des lésions souvent un peu moins importantes, moins graves. Hein. On a moins de fractures, même si les descentes en ski de fond peuvent amener à des torsions du genou, de la cheville. Et puis, faut juste rappeler, dès qu'on glisse, on a un risque de tomber. Et quand on tombe souvent sur les épaules. Et on voit quand même souvent des fractures de clavicule qui, de nos jours, depuis plusieurs années, on sait qu'on a quand même de meilleurs résultats quand on fixe une fracture de clavicule, quand on l'opère. L'humérus, hein, la partie mobile de l'épaule qui s'appelle l'humérus, la tête de l'humérus peut aussi être cassée ou luxée. Le ski de fond ressemble à une autre pratique qui est en plein essor. Depuis le Covid, hein, on voit que les ventes de matériel ont pris l'ascenseur avec une petite baisse maintenant, mais le ski de rando, la peau de phoque, a aussi sa part de traumatisme. Hein, ça reste du ski. Et qui finit souvent hors piste, voilà. Et dans des avalanches. Après être monté, on doit descendre, donc on a les mêmes problèmes qu'à ski, mais on est souvent dans des milieux un peu plus dangereux, avec risque d'avalanche, avec des cailloux cachés. Rocheuse. Et là, je pense que c'est extrêmement important de faire attention à sa condition à soi, sa condition physique, son état de fatigue, des conditions météorologiques que tout randonneur en général l'habitude de faire attention aux conditions météo, de s'informer, mais surtout et principalement, contrôlez votre matériel, faites une liste. Je pense que l'état des semelles des skis, les quarts sont extrêmement importants pour pouvoir tourner harmonieusement et éviter les à-coups. Et puis, rappelez-vous que vous transpirez en montant, vous arrivez en haut, vous avez besoin de vous changer. Le froid est un facteur aussi de stress. Tout l'équipement qui va autour du ski de randonnée est extrêmement important. J'évoque des choses simples, mais moi, personnellement, je le pratique depuis quelques années. Et parfois, on finit un peu tard. Une lampe frontale peut être utile. Des habits de rechange, de quoi se nourrir, de quoi boire. On est souvent un petit peu isolé dans la montagne. Préparez-vous comme si vous alliez en expédition en Antarctique, parce qu'il peut y avoir des imprévus. Et puis, la chose numéro 1, on est en 2023, un téléphone qui marche. On n'a pas toujours de réseau, mais assurez-vous que la batterie tienne, quitte à avoir des recharges pour votre batterie. C'est extrêmement important d'être joignable et de pouvoir joindre quelqu'un quand vous avez un accident, quand vous êtes bloqué sur une piste, d'autant plus en randonnée qu'en ski de piste. On vient d'évoquer l'importance du matériel, on va revenir aussi à l'humain, d'où l'importance de la préparation. Madame Saucy a dit, vous êtes à même de non seulement de voir ensuite pour la rééducation, donc les accidentés du ski qui arrivent jusqu'à vous, mais aussi de travailler toute l'année pour assurer une bonne condition physique. Oui. Alors généralement, c'est très rare qu'on ait des patients pour de la préparation physique. Donc ça sera plutôt le travail d'un préparateur physique. Maintenant, des patients, par exemple, qui ont une pathologie neurologique comme le Parkinson, qui veulent aller au ski, forcément, on va axer notre prise en charge sur une préparation en amont. Et généralement, la préparation physique, si c'est un patient qui fait régulièrement du sport, il faut que ça soit axé sur 5 facteurs, donc l'endurance, la vitesse, la force, la souplesse et la coordination ou proprioception. Et ensuite, si c'est un patient qui ne fait pas régulièrement du sport, on va plutôt préconiser
au moins 2 mois à l'avance une préparation physique qui se fait de l'ordre de 3 fois par semaine, des séances de 30 à 45 minutes. Et donc on va plutôt axer cette préparation sur du renforcement du membre inférieur, en concentrique mais aussi en excentrique. Ensuite pour la phase donc quand un patient vient par contre pour une rééducation après un accident, généralement en physiothérapie on a principalement des ligaments croisés antérieurs. La plupart des cas, pour tout ce qui est épaules, ça on en a beaucoup moins. Tout ce qui est poignet, main, ou puis le pouce du skieur aussi, on n'en a pas parlé. Le fameux pouce du skieur en entorse avec les bâtons. Qui se retourne. Exactement, du ligament latéral. Et donc ça, on va plutôt rediriger vers de l'ergothérapie qui sont spécialisées dans la main et puis qui permettent de mettre une attelle si c'est une entorse de stade 1 ou 2. Ensuite, concernant le traitement de façon assez globale en fonction des pathologies, donc on va avoir toute la phase de rééducation. On a une deuxième phase qu'on appelle la phase de réhabilitation sportive. Et puis pour les grands sportifs, c'est une phase de réathlétisation. Donc la phase de rééducation, ça serait plutôt une phase où on va demander au patient d'être capable de faire un exercice, donc de le reproduire avec une bonne qualité de mouvement, avec un schéma moteur qui soit correct. Et ensuite, toute la phase de réhabilitation sportive, ça sera de travailler le même mouvement, mais en endurance, en vitesse et avec différentes contraintes. En médecine du sport, docteur Coppens, donc il y a ces grands sportifs qui se blessent aussi. Globalement, ça prend plus de temps pour les ramener justement à un état physique où ils ont envie de retourner sur les pistes, je pense. Alors le temps, c'est un sujet de discussion très important dès le départ. Parce que les attentes sont toujours évidemment très importantes, au plus vite possible, retourner à leur point de départ. Et donc là, on ne peut que leur expliquer les chiffres au fond qui existent. Quelle est l'évolution habituelle pour les personnes dans un état physique comme eux. Et là, on peut dire qu'il n'y a pas de règle donc d'arriver au point d'arriver à 9, 12, 16, 18 mois, mais on voit que c'est possible dans tous ces moments-là. Et donc, on va viser simplement des objectifs fonctionnels. C'est-à-dire amener le patient à pouvoir marcher dans la vie quotidienne, prendre les escaliers, ne plus avoir de soucis de flexion-extension, donc une mobilité complète, plus de douleur, plus de tuméfaction. C'est valable pour les grands sportifs, c'est valable pour ceux qui pratiquent le ski de manière moins intensive. C'est juste. Les grands sportifs viennent avec un conditionnement physique déjà très avancé. Donc, il y a un avantage. Ils ont déjà plus de volume musculaire, plus de puissance. Mais leur demande est aussi extraordinaire. Donc, le temps, finalement, sera assez équivalent. Donc, on va les accompagner dans la première phase où le temps est défini par l'inflammation, par le traumatisme, donc le temps biologique qui n'est peut-être pas très variable, qui c'est peut-être un petit peu plus favorable pour quelqu'un qui est en forme que quelqu'un qui n'est pas en forme. Mais la deuxième phase, qui est la phase de retour au sport, là où on va rééduquer la coordination, la puissance, les gestes techniques, ben là, il y a un avantage, en effet. Donc la confiance, elle se perd aussi lors d'un traumatisme. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Les sportifs d'élite aussi sont sujets à développer une crainte après un traumatisme qui a arrêté, voire interrompu leur carrière. Et donc, à ce moment-là, ce traumatisme n'est pas seulement physique, mais aussi mental. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des scores, des échelles de ressenti subjectif de la personne sur la crainte à revenir au sport, qui traduit finalement la confiance qu'on a dans notre corps. Développer la confiance, c'est développer son corps, ses capacités, mais c'est aussi d'avoir mentalement envie d'y arriver. Et donc ce chemin-là qui dure plusieurs mois, souvent une année et demie, parfois 2 ans, ça demande beaucoup d'investissement. Et c'est là ce temps-là qui va définir au fond le succès de ce traitement. Quelles sont les ressources du patient, comment il est encadré. Et on a certainement besoin de tous les intervenants qui travaillent ensemble pour soutenir ce patient. Et c'est ainsi que vous ne pouvez pas définir à l'avance le temps que ça peut prendre. Par contre, la patience est une valeur essentielle, ça fait partie du traitement. Persévérance et patience. Et nous planifions donc ces rencontres ponctuellement pour montrer, mettre en valeur aux patients leur progrès. Parce que quand on est sur une progression sur plusieurs mois,
c'est facile de se décourager ou de ne pas se rendre compte que finalement, on n'est plus du tout au même point qu'il y a 3 mois. Alors pour rebondir sur l'échelle de temps dont le docteur Coppens parlait, en effet, on ne prend plus le patient sur des échelles de temps où à 3 mois, il doit avoir commencé la course et puis à telle échéance avoir repris telle activité. Donc là, on travaille principalement sur des bilans fonctionnels. Et donc, par exemple, à 120 jours, on va faire un bilan et voir si le patient a récupéré tous des mouvements fonctionnels avant de pouvoir passer à une autre étape. Et donc, dans ces bilans-là, on introduit aussi toute une partie psychologique, parce que le fonctionnel, c'est bien, mais on a aussi tout l'aspect psychologique. On a un test qu'on appelle l'ACL-RSI, qui est un test qui est basé sur l'appréhension, par exemple dans les ligaments croisés du genou. Et pour citer un exemple, par exemple, j'ai une patiente qui va très bien fonctionnellement, qui se débrouille très très bien, qui évolue même plus rapidement que la fameuse échelle de temps initialement prise en compte. Et malheureusement, dès qu'on lui demande de reproduire le mouvement qui a provoqué la blessure, donc une réception sur un saut sur un pied, en unipodal, elle bloque complètement. Donc c'est une crise d'angoisse, c'est des pleurs, et on dirait qu'on n'a rien récupéré. Donc l'aspect psychologique est aussi important à intégrer dans la prise en charge. Il y a ce qu'on appelle un processus de ligamentisation qui prend 9 à 12 mois. Donc, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, qu'on soit un sportif du dimanche ou un athlète professionnel, la biologie a besoin de ces 12 mois pour refaire ce processus de ligamentisation. Là, on verra la grande différence, c'est par rapport à la masse musculaire, à la proprioception, à l'encadrement, où le sportif professionnel va faire 3 à 4 heures d'exercice par jour, de la physio en piscine, de la physio à sec. Il aura toute une équipe autour de lui, tandis que le sportif du dimanche qui s'est fait opérer d'un ligament croisé va avoir le physio 3 fois par semaine. Ça leur permet de rebondir. Ce facteur qui est incompressible, la guérison du corps, la consolidation de l'os pour une fracture, par exemple, la guérison des ligaments est un facteur incompressible. Ça prend le même temps pour tout le monde, qu'on soit vieux ou... enfin, âgé, pardonnez-moi, ou plus jeune, avec une exception pour les enfants qui guérissent extrêmement rapidement. Et c'est pas parce qu'on a été opéré que la fracture va guérir plus rapidement. C'est pas parce qu'un ligament a été opéré qu'il va forcément être plus rapide. Mais comme dans le cas du ligament croisé, il y a un processus de guérison qui est long. Dans les fractures, le processus peut prendre plusieurs mois, jusqu'à une année et demie pour certains os longs. Et c'est après, dans la période de rééducation, après ces 3 à 6 mois, que les choses peuvent aller un peu plus rapidement selon le patient, selon les besoins et les envies. Mais ça me paraît important de remarquer qu'on guérit à peu près tous à la même vitesse. Voilà. Après, il y a la guérison, puis il y a le sentiment d'avoir guéri et ce qu'on attend, l'expectative. Et ça, elle diffère d'une personne à l'autre. Le maître mot est la patience. Les patients n'en ont jamais assez. Et se dire que ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un progrès. Le cap des 3 mois, le cap des 6 mois, avoir des objectifs clairs. Et c'est là où l'importance du médecin réhabilitateur, du médecin du sport, qui va vraiment les encadrer et leur montrer les progrès au final qu'ils ont fait, dont ils ne s'aperçoivent pas forcément. Il y a un traumatisme, il faut accepter le traumatisme, il y a un diagnostic qui doit être précis, il y a un traitement qui doit être bien conduit, il y a une rééducation qui doit être poursuivie parfois plus longtemps que ce qu'on pense. Et si tout cela est bien fait, on évite et on diminue le risque d'avoir des séquelles qui peuvent être physiques, qui peuvent être psychologiques ou qui peuvent avoir un impact tout simplement dans le quotidien ou la vie professionnelle d'un patient. Et je pense que c'est ce tout qu'il faut bien voir quand on parle d'accident et de traumatisme de l'appareil locomoteur. Dans la continuité, la reprise du sport, elle doit être en effet discutée avec les professionnels de santé. C'est une consultation multidisciplinaire ? Non, pas forcément, mais on va pouvoir avoir les feux sur verre de part de chaque expert. Le chirurgien est content de sa reconstruction, le patient est en quelque sorte guéri dans ce stade-là, physiquement. Le physiothérapeute va pouvoir
dire s'il y a des anomalies de dysbalance musculaire, des faiblesses, des raideurs qui doivent être adressées. Les scores psychologiques doivent être validés pour que le patient puisse être en confiance de se lancer de nouveau dans un sport à risque. Donc, ce sont que pour ces sports à risque qu'on va devoir choisir une évaluation approfondie pour retourner dans ces sports. Et qui va contenir des tests de force, d'agilité, et on va parcourir ensemble les critères nécessaires pour qu'il y ait le moins de risques possible. Alors, on l'a entendu tout au long de cette émission, les accidents au sport d'hiver prennent du temps pour revenir justement déjà à une vie quotidienne, plus à la pratique du sport, d'où l'importance des recommandations et de la prévention. On redit les chiffres. Sur 1000 personnes qui skient en une journée, il y a 2 à 3 accidents, ce qui incite véritablement à la vigilance. Et vous avez des recommandations en matière. La vigilance, elle commence déjà bien en amont, n'est-ce pas? Donc, il faut reconnaître son état de condition physique. Il y a des sites, d'ailleurs, en ligne qui nous permettent d'évaluer notre capacité en faisant quelques exercices, en voyant est-ce que je suis prêt ou pas pour aborder une piste. Typiquement, la Suva a fait une application. Vous pouvez vous entraîner en essayant de tenir un squat, 1 minute, 2 minutes, faire tel ou tel exercice, qui est pas mal du tout. Voilà, et selon ces quelques critères, on peut se dire, je vais prendre 4 semaines si on est déjà un petit peu en forme, plus si on ne l'est pas autant. Et puis choisir justement l'investissement dans les muscles qui seront sollicités. On parle des cuisses, des abdomens, du sens de l'équilibre. Donc ça, c'est le premier pas au fond. Quand on va planifier des vacances de ski, il faudrait en même temps planifier son réentraînement. Et ensuite, le jour arrivé, admettons qu'on a été faire réviser notre matériel, qu'on a l'équipement qu'il faut, le casque, la protection dorsale, idéalement pour le snowboard, les protections des poignets. Et à ce moment-là, on prend le téléphérique ou le télésiège et on monte. Et qu'est-ce qui se passe? On se refroidit. Alors, physiquement, quand on est dans le froid, notre système neurologique ralentit. Donc, non seulement les muscles sont enraidis, mais la conduction, le contrôle de ce muscle est ralenti. Donc, on a tout pour ne pas bien aller. Donc, en descendant de ce téléphérique, il faut s'échauffer. Ce n'est pas une option. On profitera beaucoup mieux déjà de la première descente en étant en forme que ne pas l'être. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent. La première descente, la dernière descente, ce sont les situations à risque, aussi bien après une pause ou en sortant d'un long téléphérique. Il y a des astuces, il y a des personnes qui se disent en groupe, chaque fois que quelqu'un fait des mouvements, on suit. Il y a des applications qui existent pour s'échauffer avec des grands sportifs qui montrent l'exemple. Je pense que c'est une nécessité pour pouvoir profiter pleinement. Docteur Polya, docteur Balbaki, vous en plus, vous pratiquez le ski, vos recommandations? Savoir adapter sa vitesse, savoir être à l'écoute de la nature. S'il y a une mauvaise condition, une piste qui est trop compliquée, un champ de bosse, on est fatigué, c'est la fin de la journée, on sent qu'on n'a plus les quads pour, pas vouloir forcément le faire, pas vouloir forcément suivre le copain qui est parti et qui n'a pas la même condition que nous. Et moi j'insisterai surtout pour le hors-piste, s'il vous plaît portez des harvas, partez équipés, cela peut vous sauver la vie. Et c'est avec l'attrait de la montagne, de la haute montagne et de la poudre vierge, on en rêve tous, mais faites attention, ça peut vous coûter la vie. Les skieurs sont souvent des gens en bonne santé, mais il y a aussi des personnes un peu moins bonne santé qui partent skier avec des handicaps ou avec des articulations qui ont déjà été opérées. Et là, je pense que ça prend le temps, ça nécessite de prendre un peu de temps pour peut-être imaginer une attelle, une genouillère, quelque chose qui peut rassurer, qui peut aider, stabiliser. Je rebondis rapidement. Les patients qui ont eu une opération du genou, de la hanche, de l'épaule, avec des prothèses ski aussi, on peut skier avec une prothèse articulaire, on peut skier avec une instabilité articulaire pour autant qu'elle soit compensée d'une manière ou d'une autre avec la musculature ou avec des attelles. Donc moi je dirais juste écoutez-vous et puis faites attention aux autres sur la piste parce que les pistes sont de plus en plus fréquentées. Il y a des jours où les pistes sont saturées et il y a aussi pas mal d'accidents de
rencontres entre skieurs. Oui, c'est juste, les chiffres, on les a évoqués. On a 90% de responsabilité individuelle, 80% de chutes. Les collisions entre personnes, c'est environ 10%. Mais il est juste que c'est très, très traumatisant. Non seulement on se blesse soi-même, mais on est aussi responsable de quelqu'un d'autre. Et ça va de même avec la vigilance qu'on peut avoir, qui peut être altérée, comme pour la conduite en voiture, par l'alcool. Donc, je plaide simplement à garder toujours l'esprit critique. Quand on est responsable, on devrait skier à 0% d'alcool. Le message est passé. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Docteur Baki, Docteur Polya, Docteur Coppens et Madame Ouda Soussi a dit, on ose le dire, en cette fin d'émission, bon ski à tous. Bon ski à tous. Merci. Au revoir. Merci à vous.